Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Les professeurs du cours Architecture, Écologie et Durabilité de la faculté d'architecture La Cambre-Horta de l'ULB ont demandé à leurs étudiants et étudiantes de fantasmer des fonctions dans le chantier pilote du Labo Nord, mais également d'en faire une rénovation saine et durable en se basant sur un dossier Rénolab B. Je vous propose de découvrir leurs propositions. Chez nous, le but serait de faire un rez-de-chaussée qui serait un local pour une profession libérale. Dans notre maison, le programme qu'on envisage, ce serait d'en faire un bloc complet lié à un programme d'aménagement d'urgence. L'arrière serait complètement réouvert avec un jardin, un nouvel abri vélo, un compost et potentiellement une toilette sèche aussi. On est parti sur l'hypothèse de créer un espace de coworking. On a un programme de 2 logements, un qui s'étend sur le premier et le deuxième étage, et un programme de studio au 3e étage. Pour qu'au-dessus, donc au Ré plus 1, Ré plus 2, Ré plus 3, on aurait un logement de 5 chambres, donc un grand logement 5 chambres, qui viendrait avec au Ré plus 1 un grand espace de vie avec une cuisine, un séjour, un salon complètement ouvert, assez agréable. Et au-dessus des chambres correctement proportionnées. Et alors au rez-de-chaussée, on imaginait un programme d'agence d'aide au logement, justement, qui fonctionnerait un peu comme un concierge, finalement, pour ce bâtiment. On ne touche pas énormément à l'intérieur, on dégage quand même pas mal de cloisons parce qu'actuellement c'est très cloisonné parce que c'est des habitations. Mais donc on va quand même garder les cloisons principales, mais enlever une grosse partie, ne serait-ce que pour les entrées de lumière ou la circulation dans le bâtiment. Et le but est de clarifier tout le projet et de venir remettre un peu de lumière, d'espace dans ce projet-là. Nous, on partirait sur un atelier d'art. On est parti sur une programmation sociale avec l'idée au rez-de-chaussée de créer une sorte de cantine sociale et associer à ça des logements, une sorte de résidence pour la réinsertion, avec l'idée que les deux fonctionnent ensemble et que potentiellement il y ait du turnover au-dessus, que ce ne soit pas des résidences principales. Donc au rez-de-chaussée, on pensait faire une cuisine de quartier. L'objectif, c'est que il y a certaines personnes qui se réunissent dans une cuisine de quartier, ils cuisinent ensemble, donc ils partagent un moment et puis c'est aussi plus facile pour s'organiser de cuisiner ensemble et après ils repartent chacun chez eux avec une partie. Et alors il y en a certains qui me disaient que ça les tenait à cœur aussi parfois, après avoir mangé, même s'ils partent avec une portion, de partager un repas ensemble à l'endroit. Et architecturalement parlant, on a vraiment envie de s'ouvrir vers le cœur d'îlot, aussi pour initier cette transformation. Et avec un gros travail, nous, sur le toit, où on a envie de venir chercher le soleil pour le faire rentrer dans la maison. Donc une intervention assez ambitieuse, mais qui du coup pourrait révéler cet îlot. Dans cette idée d'avoir des étages qui soient très ouverts, ce serait un lieu aussi un peu de vie où les gens, s'ils ont besoin de travailler aussi la nuit, ils peuvent rester, ils peuvent vivre un petit peu ici. Donc c'est pas vraiment un logement, c'est vraiment un atelier d'artiste, mais il y a tout ce qu'il faut pour y vivre. Architecturalement parlant, on a vraiment une approche où, en termes de volume global de la maison, on conserve sa forme, mais surtout à l'arrière, on vient supprimer tout ce qui a été rajouté au fil du temps sur la parcelle. Et donc, ça a 2 buts. C'est donc d'abord de déminéraliser la parcelle et aussi pour but de réapporter de la lumière à l'intérieur. Donc, comme on parlait avec Velux Light, pour voir tiens, quel impact ça a en termes de luminosité à l'intérieur de la maison. Et donc, de supprimer tous ces petits volumes qui sont à l'arrière, ça redonne à la façade arrière une possibilité d'éclairer l'intérieur de la maison. Plus on démolit, plus on doit reconstruire. Plus on reconstruit, plus on amène de matériaux neufs et plus le poids environnemental de la rénovation va être important. On va avoir des éviers aussi dans les ateliers pour pouvoir nettoyer les pinceaux pour la peinture, etc. Donc de penser à utiliser l'eau de pluie pour ces éviers-là, d'utiliser des éviers de réemploi,
d'utiliser aussi, d'améliorer l'isolation en utilisant pour l'instant du liège, donc qui est plus écologique aussi. Comment est-ce que bien gérer l'eau d'une façon environnementalement correcte, etc., peut apporter quelque chose à l'architecture plutôt que d'être encore un de ces trucs emmerdants à calculer, qu'on va devoir cacher dans la cave ou je ne sais quoi. Non, il y a possibilité de faire peut-être un petit bassin dans la cour avec de rétention, etc. Là, actuellement parlant, toute l'eau est rejetée à l'égout. Il y a même si on a une petite cour, elle est quand même avec une dalle en béton, donc il n'y a même pas d'eau qui s'infiltre dans la terre. Et du coup, ça pose des problèmes. Si par exemple il y a des grosses pluies soudaines, mais du coup les égouts peuvent être saturés, et donc ça peut créer des inondations. Oui, on s'est quand même fortement basé sur l'eau, la biodiversité et la performance énergétique. Je pense notamment au fait de réouvrir tout le jardin arrière et de reperméabiliser le tout. Pour ramener un peu de biodiversité, d'écoulement d'eau, etc. Ça, c'était important pour nous. On a calculé les mètres carrés de toiture, par exemple, pour voir quel volume d'eau on pourrait récupérer, pour voir ce que ça peut alimenter dans le projet en termes de volume. Parce que si on ne récupère pas assez, on ne peut pas tout alimenter dans la maison. Donc là, je pense qu'avec ce qu'on pouvait récupérer, c'était d'abord alimenter tout ce qui était sanitaire, chasse d'eau et des choses comme ça. Il y a déjà plusieurs bureaux qui travaillent très fortement en réemploi et en recyclage. Et en fait, beaucoup de plateformes, en plus que les plus connues comme Rotor par exemple, se développent et se pérennisent. Et ça permet donc d'utiliser le réemploi beaucoup plus dans la construction. Et notamment, on parle aussi que avec les explosions au niveau des prix, des délais d'attente et tout, des nouveaux matériaux, en fait, des matériaux qui sont déjà là, sont donc déjà disponibles. Et donc parfois, pour un chantier, c'est même beaucoup plus avantageux. Je crains qu'il y ait des choses pour lesquelles la maison soit trop petite, en fait, par rapport aux ambitions que les étudiants avaient. Une cuisine de quartier, c'est fort petit. Parfois, la proposition architecturale ne donnait pas assez d'ampleur pour permettre l'activité qu'ils avaient imaginé de proposer. Mais je trouvais que les activités proposées, pour moi, c'était varié et intéressant, chacune en fonction de l'éthique de celui qui va maintenant gérer le projet. Dans la seconde partie de cette émission, je vous propose un portrait engagé de l'architecte Christian Crisan de la Verte Voie. Bonjour, je m'appelle Christian Crisan, je suis architecte au sein du collectif La Verte Voie. Nous sommes un collectif d'architectes qui, depuis bientôt 20 ans, accompagnons nos projets par des questions environnementales et sociétales. La question de la durabilité, c'est très simple, en tout cas dans la forme pour moi. Il s'agit de tout simplement diversifier ces critères d'évaluation quand on fait nos choix. À titre d'exemple, je peux vous donner quelques repères que nous avons quand nous travaillons et nous posons ce type de questions. Je dirais que tout d'abord, il faut rester optimiste quant à l'avenir, très important. Puis nous faisons pas mal d'attention et on essaie de cultiver la qualité humaine de nos relations pendant nos projets. C'est un des objectifs du projet, parmi d'autres, mais très important. Il faut savoir varier l'échelle du geste que tu t'apprêtes à faire vers peut-être le presque infiniment grand et petit. On garde à l'œil la rentabilité. On considère que la rentabilité, c'est une qualité organique naturelle, mais on propose aussi d'avoir une approche multidimensionnelle et puis sans doute rester ouvert au nouveau et, comme je disais, optimiste. Pour terminer cette émission, je vous propose un tutoriel qui répond à la question « C'est quoi la réversibilité technique ?» en compagnie de Arnaud Naomé, qui est chercheur chez Loki, mais également facilitateur environnement à l'Union Wallonne des Architectes. Qu'est-ce que la réversibilité technique ?
C'est une stratégie donc, de l'architecture circulaire qui provient en fait des analyses qu'on peut faire donc, sur les cycles de vie des matériaux. On se rend compte que les bâtiments sont constitués d'éléments et ces éléments ont une durée de vie et une durée d'utilisation différentes les uns des autres. On a un concept qui a émergé donc, qui est la stratification, donc c'est-à-dire qu'on va considérer un bâtiment comme une série de différentes couches qui ont des existences et des durées de vie différentes. Donc on va avoir des couches qui sont assez mobiles, donc qui vont changer assez souvent. Donc on peut parler du mobilier ou des finitions. Ensuite, on peut avoir par exemple les divisions spatiales, les cloisons, qui vont peut-être durer 5 à 7 ans. Et ensuite, on va avoir ce qui est de la coque et de la structure du bâtiment qui va durer potentiellement plus longtemps, de 20 à 30 ans. Et donc, devant ces constats, on doit se rendre compte qu'il faut concevoir les solutions techniques pour qu'elles soient facilement démontables, rapidement, donc dans un temps raisonnable, et aussi qu'elles ne dégradent pas donc les autres éléments avec lesquels elles sont en lien. Ça permet de faciliter donc le réemploi de matériaux et les réparations et le maintien des infrastructures. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de favoriser donc les fixations dites mécaniques, dites sèches. Donc on va préférer par exemple boulonner ou assembler mécaniquement des éléments ensemble plutôt que de les coller ou de les sceller chimiquement. Ça, on va dire que c'est une technique humide parce qu'en fait cette technique humide va ralentir la déconstruction et va souvent entraîner des dégradations au moment de l'extraction des éléments. Ce sera tout pour cette émission, mais on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode d'Archi Urbain, dimanche prochain sur BX1. N'oubliez pas que vous pouvez revoir toutes ces émissions sur le site archiurbain.be. Je vous remercie pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir.